De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la culture est un cri qui vient de l'intérieur. Et cette intériorité-là, nous vous l'avons livrée auprès des veilleurs d'éclaircies pendant toute une saison, chaque dimanche soir autour de 22 heures. Et nous ne pouvions pas partir sans vous inviter à faire un tour d'horizon, un dernier tour d'horizon culturel auprès de ceux qu'on appelle affectueusement les empêcheurs de tourner en rond. Et pour cette autre aventure nocturne, nous avons le plaisir de parler de cinéma, de peinture et de littérature. Et que demander de plus, me direz-vous? Eh bien justement le plaisir de recevoir sur notre plateau Anwar Hadj Smaïl. Bonsoir. Bonsoir, cher Karim. Un plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau parce que vous êtes toujours d'actualité. Comment dois-je vous présenter, Anwar Hadj Smaïl? Comédien, acteur, réalisateur, scénariste, charmeur à vos heures perdues? Anwar Hadj Smaïl, algérien, et puis voilà, être humain, content d'être en Algérie. Bon, bien sûr, réalisateur, scénariste. Le plaisir de vous recevoir, je suis très honoré d'être surtout que vous avez remporté il y a quelques jours seulement le prix de la meilleure réalisation au Cambridge International Festival pour votre long métrage We Want, c'est-à-dire nous avons gagné. Hein. Vous avez gagné vos palmes et surtout vos lettres d'or aux quatre coins du monde, mais rarement en Algérie, beaucoup plus aux États-Unis. Le pourquoi du comment, nous allons bien sûr en parler, et en particulier, je parlais d'actualité donc justement, avec Shadows in the Casbah, les ombres de la Casbah qui nous renvoie vers le regard, ou du moins le parcours d'un jeune garçon qui, lui, témoigne de cette Algérie tourmentée pendant la guerre de libération nationale. Un grand merci d'être avec nous, Anwar Hadj Smaïl, tour d'horizon culturel également, avec cette plasticienne qui, elle également, a toujours dialogué avec les mythes fondateurs, jamais loin d'Algérie, jamais loin de ses terres natales, c'est-à-dire les Aurès. Linda Bourrara, bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous pour ce dernier numéro de Culture Club, Linda Bourrara. Mais chaque fois qu'on parle de vous, immanquablement, obligatoirement, nous revenons vers cette aventure, bien sûr, du livre peint. Nous sommes presque dans une forme de sacralité quand il est question de votre parcours, surtout que dans cette première aventure, parce qu'il y a une suite sur laquelle nous reviendrons ce soir, eh bien, c'est que vous parlez, vous dialoguez également avec les architectes de notre imaginaire, c'est-à-dire les auteurs. Vous nous faites dialoguer ou parler ou découvrir les Ibn Khafaja pour partir dans le temps et dans l'espace et dans les voyages immobiles. Vous parlez également Kateb Yassine, que nous retrouverons un peu plus tard dans l'ouvrage de notre troisième invité. Vous parlez également avec Zohor Zirari, et qui encore, Tahar Djaout et tant d'autres. Hein. Et aujourd'hui, une suite à travers, bien sûr, une exposition qui, elle, a lieu dans le nord, hein, dans l'est de la France, dans une abbaye. Vous avez un rapport assez particulier au sacré, au chant et aux lieux sacrés. Ce livre sur lequel nous reviendrons ce soir, le livre peint, serait-il une forme de dialogue continu avec le premier, ou est-ce que vous avez pris le large? Parce que quand on parle de large, vous dialoguez avec les éléments. La mer n'est jamais loin, les algues ne sont jamais loin. Et seriez-vous à la recherche de ce parfum perdu, parce qu'il est souvent également de parfum dans votre quête mémorielle. Merci en tout cas d'être avec nous, Linda Bourrara. Troisième invité pour la rencontre de ce soir, grand curieux devant l'éternel, des questions culturelles en général, mais littéraires en particulier. Il est journaliste également, plus de 40 ans de carrière dans plusieurs journaux. Hein. Il s'agit de notre troisième invité, Najib Stambouli. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Un plaisir de vous avoir, Najib Stambouli. Je le disais, écrivain, plusieurs romans à votre actif, du moins ceux qui ont le plus marqué le grand curieux que je suis, c'est Ma piste aux étoiles. C'est une galerie de portraits extraordinaires. Vous nous faites parler également, dialoguer Kateb Yassine, Tahar Djaout, Alloula et El Hajj Mohamed Lanqa, bien sûr, le maître incontesté et incontestable de la chanson Shahbi. On vous doit également La rancune, la vengeance d'une femme, une vengeance terrible que je conseille à ceux qui nous regardent, parce qu'il faut également prendre des livres dans ses bagages avant de partir en voyage. Vous êtes également l'auteur du Mauvais génie, Le fils à maman, Le comédien ou La footballeuse, dont vous avez parlé ici même sur le plateau il y a quelques mois de cela. Merci d'être avec nous, Najib Stambouli.
À moi de te remercier. Et puis des livres, toujours et encore, des livres qui nous délivrent et nous emmènent en voyage. Nous avons le plaisir également d'avoir avec nous aujourd'hui ce podcasteur culturel qui nous invite également à découvrir et surtout à dialoguer avec, je parlais des architectes de notre imaginaire, bien sûr ce sont les auteurs à travers son podcast Les Voix Humaines, notre Jean Cocteau national est sur le plateau ce soir. Alors Salah Al-Lonissi, bonsoir. Bonsoir Caleb. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez nous raconter des histoires apparemment. Plein d'histoires. Plein d'histoires. Entre autres, celui de cet auteur que nous avons eu le plaisir de recevoir, du moins à chaque fois qu'elle a été d'actualité, Tassanit Yassine. Que j'adore. Nous l'avons rencontré exactement il n'y a pas longtemps au Salon international du livre de Paris. Souviens-toi, Ramier. Nous sommes dans les contes d'amour Kabyle, et puis également un autre livre, celui de Christian Achour, que nous avons également eu le plaisir de recevoir, et Zineb Ben Ali, les contes algériens. Et cette fois-ci, là, curieusement, vous allez nous parler d'une autre maison d'édition qui, elle, s'est spécialisée dans la langue de Shakespeare. Tout à fait. Nouvelle, qui fait de l'excellent travail et qui du coup nous propose un livre comme par hasard d'espionnage. Un thriller d'espionnage. Ah, c'est juste... Quoi de mieux pour l'été? Exactement ça. Toute une aventure à suivre pour cette dernière aventure de Culture Club. Alors j'aimerais bien avoir l'avis des uns et des autres. La saison a été très riche en organisation et en événements culturels. Donc justement, nous en avons fait un peu notre cheval de bataille chaque dimanche au soir. Quel est réellement l'événement culturel qui vous a le plus marqué, Anwar Ismail? Cinématographique, littéraire, politique, économique? Oui, tout à fait. Enfin, il y en a quelques-uns. Le premier, ça a été le Festival du film d'Alger, auquel j'ai participé, j'étais invité. J'ai vu quelques bons films faits par de jeunes Algériens, donc ça a été le premier. Et puis le deuxième, c'est la sortie d'un film qui a été fait par un réalisateur indépendant américain qui s'appelle, voyons voir, Thomas Anderson, D'une bataille à une autre, et qui s'inspire beaucoup des révolutionnaires qui ont existé à travers le temps. Et j'imagine qu'il s'est un peu inspiré aussi des révolutionnaires algériens, parce qu'on montre la un petit segment, de toutes les révolutions. voilà, on montre un petit segment de la bataille d'Alger. Et donc, vous avez toujours mené des batailles, il y a comme une forme de fil rouge un peu dans votre parcours, Anwar Ismail. Oui, des batailles toujours et encore, dont Battlefield, encore une fois, qui a obtenu un succès extraordinaire hors de nos frontières. Tout à fait. Je pense que chaque être humain mène des batailles tous les jours. C'est un peu la nature de l'homme, de l'être humain. Condamné à avancer. Voilà, on mène des batailles qui, on espère, nous apprennent des choses. Et nous construisent. Voilà, exactement. Et nous aide à faire des choses dans notre vie et créer, rencontrer. L'autre dans sa différence voilà. Et dans tout ce qu'il porte comme valeur. Voilà. Une chose très importante. Voilà. Vous parliez à l'instant, en début d'émission, du Festival d'Oran, du Festival de Annaba, du Festival d'Alger, mais également des journées du film de Béjaïa. Le président de la République, dans un de ses discours, parlait de l'urgence justement de créer une véritable dynamique dans le secteur culturel en général et du 7e art en particulier, entre autres, avec bien sûr la réalisation d'une œuvre majeure sur le fondateur du premier État, le fondateur de l'État algérien moderne, l'Émir Abdelkader. Est-ce que cette dynamique, est-ce que justement cette relance, vous la ressentez vous en tant que producteur d'images? Oui, moi je pense que, déjà il faut savoir que je ne vis pas en Algérie, donc je ne crée pas forcément en Algérie. C'est mon souhait. Mais vous portez la voix de l'Algérie à l'international. Absolument. Mais je vois effectivement qu'il y a beaucoup de jeunes cinéastes algériens qui font des films, qui écrivent des scénarios qui se tiennent vraiment et qui emmènent ces œuvres-là dans des festivals internationaux. Et donc il y a effectivement une dynamique. Bien sûr, il faut soutenir toutes ces énergies en les finançant, en faisant que le processus même de financement, de lecture de ces scénarios soit un peu plus rapide pour que les gens puissent vraiment concrétiser leurs projets. Et donc, de ce fait, effectivement, il y a un mouvement dans le milieu cinématographique algérien. Surtout que l'équation culturelle algérienne, c'est une équation à plusieurs inconnus. Il faut vraiment avoir cette volonté de simplifier tout ça pour justement aujourd'hui parler d'une véritable dynamique culturelle. Voilà. Et on la ressent. Oui.
sans démagogie aucune. Exact. La simplification, bien sûr, du processus de la création cinématographique est essentielle. Parce que, bon, un cinéaste est un artiste. On a son scénario, on est prêt, on a son équipe, on a ses idées en tête, sa vision de comment faire ce film, cette œuvre, et on veut aller vite faire ce film et ne pas se heurter très spécialement à, disons, des démarches administratives trop compliquées qui prennent du temps et qui, malheureusement, des fois font que, bon, un projet puisse s'effriter. Donc il faut simplifier, voilà, exactement, il faut simplifier le processus administratif et surtout apporter un soutien concret. Bon, bien sûr, je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet. Il faut aussi réhabiliter les cinémas où ces films peuvent aller. C'est une question récurrente. Voilà, exactement, peuvent aller s'exprimer et rencontrer les audiences, bien sûr, algériennes qui ont soif de se voir à l'écran et de voir donc un peu qui ils sont, leur identité, leur passé, leur culture, leur histoire, racontée par des gens qui ont leur identité et non pas par des gens qui sont à Hollywood ou quelque part en Europe. Tout le respect pour tout le monde. Voilà. Comme j'avais dit dans le temps, il faut que nous puissions raconter notre culture, notre histoire, et on disait ça avec Madame Bourala il y a quelques instants. Bien avant le début de l'enregistrement. Voilà, bien avant le début, il faut que nous puissions raconter nos histoires, notre culture. Vue par nous. Voilà. Et racontée par nous. Par nous-mêmes. Parce que si nous ne le faisons pas, les autres le font déjà et donnent une image de nous qui n'est pas forcément réelle, qui n'est pas forcément vraie. Et de ce fait, il faut aller un peu plus vite pour faciliter la création cinématographique télévisuelle. Qu'est-ce qui pourrait réellement aujourd'hui relancer le secteur de la culture? Je m'adresse aux réalisateurs, à l'Algérien, aux producteurs, mais également à l'acteur. En toute franchise, avant de parler en tant que réalisateur, producteur, scénariste, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté politique pour que ce domaine-là soit relancé. Mais quand cela est tenu par la première instance du pays, le président de la République, et on est dans l'obligation d'aller dans ce sens. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, bon, Monsieur le Président de la République délègue, bien sûr, cette tâche-là à Madame la ministre de la Culture, Madame Douda, que je salue, qui est une dame très, très capable, très positive, qui veut faire des choses. Elle a une équipe, mais il faut clairement que tous ceux qui sont dans ce domaine lui apportent une certaine aide. Clairement, avoir affaire à des professionnels. Voilà, ils ne sont pas l'État, mais il faut apporter une aide à travers, disons, des suggestions, donner une autre façon de voir les choses à Madame qui puisse être interprétée sur le terrain par l'équipe de Madame la ministre. C'est comme ça que les choses se font. On dit souvent tel père, tel fils, mais également tel père, tel vice, le vice de l'interprétation du cinéma, vous l'avez hérité, vous l'avez eu dans le berceau, j'allais pratiquement dire. Vous êtes le fils de Haj Smaïl, ce grand dramaturge qui aura marqué à tout jamais 40, 50 ans de notre histoire collective aujourd'hui. Il y a cet hommage également à travers l'écriture de votre scénario à votre père qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Oui, effectivement. Bon, c'est bon, papa... qu'il repose en paix parmi tous les autres artistes qui On n'oubliera jamais son interprétation dans les chroniques des années de Braise. Les Enfants de Novembre. Exactement ça. Patrouille à l'Est de Ammar al-Askari, enfin toutes ces œuvres. Mais avec lequel vous avez également joué dans Cris de Pierre. Cris de Pierre. J'étais un enfant, je devais avoir, je pense, 10 ans, 11 ans. Et j'avais été dirigé par M. Abdelrahman Bougarmouh, Allah yarhamou. Et bon, bien sûr, ils se sont rapidement rendus compte que j'avais un trac inimaginable, donc action, et je suis là, je regarde la caméra et je ne sais pas quoi faire, j'avais complètement oublié mes dialogues. Et bon, on m'a redonné une autre chance, et bon, ça s'est dégoupillé et ça s'est fait. Mais pour revenir donc aux vices, c'est vrai que être créateur ou artiste en général, je ne sais pas, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose. Il y a des choses qu'on explique. Voilà, qui est dans la nature de l'humain. Parfois même dans l'ADN. Voilà, exact. Parfois même dans l'ADN, effectivement. Et on est tous artistes d'un certain point de vue. On exprime son art à travers des belles œuvres comme Madame Bourala présente aujourd'hui. Apparemment, elle vous a marqué. Hein. Ces œuvres vous ont marqué, vous ont habité. Absolument. Je vais essayer de la convaincre de m'offrir quelques-unes. De faire dialoguer mais on verra bien. Les littératures plastiques avec celles cinématographiques.
cinématographique. Hein. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, on est tous artistes d'un certain point de vue. Maintenant, il faut canaliser son art, essayer de voir ce qu'on peut faire le mieux avec la façon dont on voit le monde. Et me concernant, c'est clairement l'écriture, donc de scénarios. Je m'inspire de la réalité de tous les jours. D'ailleurs, Vous êtes témoin de votre temps. Absolument. Madame Bourala me parlait tout à l'heure d'un monsieur, Allah yarhamou, un vieux Algérien qui est mort, bien sûr, et qui a vu de son temps l'armée française voler une très très grande pierre sur laquelle était gravé voilà, l'histoire de ces oliviers millénaires. des oliviers qui étaient plantés dans les Aurès. Dans les Aurès. Et qui demandait donc à son fils, qui est aujourd'hui vieillard lui aussi, d'enterrer le restant des pierres pour que la France coloniale ne les vole pas. Et donc, le fils qui enterre les pierres et qui les ressort À l'indépendance. voilà, à l'indépendance. Et je me disais, voilà, on peut faire ce genre de filet, on peut faire ce Mais, genre de mais la filiation est une forme de conditionnement dans votre parcours, jusqu'à votre actualité. Hein. Oui. Anwar Haj Smaïl, Shadows in the Kasbah, c'est également le regard de l'enfant qui revient vers ses terres, vers son histoire, mais également cette mémoire extrêmement douloureuse, extrêmement tourmentée. Hein. Absolument. Donc je suis de la génération clairement de l'après-indépendance. Mais comme tous les Algériens qui sont nés, on va dire, dans les années 70, début 80, on a entendu beaucoup de choses sur ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu pendant la colonisation. Et donc j'ai écrit Shadows in the Kasbah, qui est donc les ombres de la Kasbah, me reposant ou m'inspirant sur des archives, bien sûr françaises, mais quand même, et donc de l'arrestation de mon oncle, Allah yarhamou, Mohamed El Hadi Haj Smaïl, qui était donc commissaire politique de la zone autonome d'Alger, avec M. Yass Saadi, Allah yarhamou, et avec bien d'autres, M. Abdelrahman Ben Hamida, et donc qui se fait arrêter, avant l'arrestation, qui se fait contacter, donc par la DST française dans le temps, pour que la France, de Gaulle, bien sûr, entre en contact avec l'FLN, ou ceux qui étaient dans la zone autonome d'Alger, pour commencer des pourparlers secrètes. Mais secrètes par rapport à qui? Secrètes par rapport aux Français de France et par rapport aux ultras qui dirigeaient l'Algérie. Ouais. Donc les généraux, Salan, Jouot, Zeller Les et tristement d'autres. célèbres. Voilà, les tristement célèbres, effectivement. Et donc, le contact se fait. Mon oncle transmet l'information donc aux gens de la Kasbah. Les gens de la Kasbah transmettent à Tunis, parce qu'il y avait aussi des gens de l'FLN à Tunis, et on donne l'accord. On dit que voilà, il y a accord de principe, on peut commencer à discuter, et puis du coup il y a cette dame à laquelle De Gaulle faisait confiance, qui était avec lui dans la résistance, qui s'appelle Germaine Tillon, voilà, et qui était dans les Aurès, Totalement. parce que c'était une ethnologue. Tout à fait. Donc elle a vécu parmi La population, les belles tribus de notre pays. Hein. Petite parenthèse, Voilà, allez-y, s'il vous plaît. Germaine Tillon, Germaine quand Tillon. elle a été arrêtée dans les années 40 et qu'elle s'est retrouvée dans un camp de concentration, Absolument. elle a Déportée. utilisé le chewi Absolument. pour correspondre, pour écrire, pour envoyer des informations. Parce que c'était une grande ethnologue. Absolument. Et la langue chewi, elle l'a étudiée, travaillée, Tout à fait. transcrite. Et c'est grâce à cette langue On le retrouve dans tous chewi ses écrits. Hein. qu'elle correspondait, qu'elle envoyait des informations du camp où elle était. C'est quand même C'est génial tout incroyable. ça. Ouais. Je fais un petit Oui, rapport très c'est- rapide entre ces correspondances en chewi pour résister à l'Allemagne nazie. Nazi. Et je fais le parallèle avec les Indiens d'Amérique Totalement. qui ont aidé à aussi battre les Allemands en utilisant la langue Cheyenne, Choctaw. Et donc c'est des langues qui sont indiennes. Les Allemands parlaient anglais, ils connaissaient l'anglais. Et donc du coup ils interpellaient ou ils interceptaient, je voulais dire, donc les communications américaines des forces alliées, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Mais quand c'était des Indiens qui communiquaient entre eux, au sein de l'armée américaine bien sûr, là on ne comprenait plus rien. Et donc de ce fait, l'importance de promouvoir les belles langues
qui existent chez nous, que ce soit le Chewi, Oui, tout. le Temazir, toutes ces... Mais pour revenir donc à Shadows in the Casbah, ou les ombres de la Casbah, donc vous avez donc un contact qui se fait, De Gaulle qui envoie son émissaire à l'insu des généraux donc français qui sont en Algérie, parce que eux ne voulaient pas que l'Algérie se libère. Tout à fait. Donc il l'envoie secrètement. Le petit, donc, qui est donc qui a le rôle principal dans l'histoire, a un papa qui a travaillé pour l'armée française, mais au Vietnam, en Indochine. Donc les ultras ont vent de cette communication qu'il y a entre De Gaulle, à travers Germain Tillon, et les gens de l'FLN. Ils embauchent le père de ce petit-là pour aller assassiner l'émissaire de De Gaulle. Et les choses se passent très très mal dans la Casbah. On est dans un véritable thriller, Absolument. comme le disait si bien Voilà. ici. Donc les choses se passent très très mal dans la Casbah, mais mieux encore, ce petit-là qui voit son père un peu collaborer avec les Français, les ultras, Témoin. tombe entre les mains des moudjahidines algériens dans la Casbah. Et du coup, il voit les vrais Algériens, les hommes et les femmes honorables, et donc il se lie d'amitié, d'amour à ces gens-là, et ça devient un très très grand patriote. Donc flash forward, comme on dit, on avance dans l'histoire, et on voit un vieillard, tout comme le monsieur et on voit un vieillard Parce que vous avez à encore... l'indépendance qui raconte un peu ce qui s'est passé pendant cet épisode-là, donc de la guerre d'Algérie, de la bataille d'Alger, à son fils, et donc aux jeunes générations d'Algériens qui ont vraiment besoin de comprendre et d'apprendre, et surtout d'agir selon, comment dire, plutôt d'agir pour honorer les sacrifices de ceux qui ont donné leur vie, qui ont tout donné pour que nous puissions naître libres. Et encore une dignes. fois, lutter contre l'amnésie ambiante. Voilà, absolument. Voilà, Donc, ça s'appelle Shadows c'est de cela qu'il s'agit. in the Casbah. Voilà. Un grand merci d'avoir Voilà. fait une halte Merci sur notre infiniment. plateau. Vous voulez rajouter Je quelque rajoute chose un tout Allez-y. petit quelque chose. Allez-y. Donc on parlait de comment relancer le cinéma, comment relancer le domaine. Je veux faire un petit appel, bien sûr, très respectable, très voilà, donc à Madame la ministre que j'admire beaucoup, en toute franchise, parce que Et qui regarde l'émission, je j'ai l'ai entendu absolument, dire. que j'ai eu donc l'honneur de rencontrer plusieurs fois. D'apporter son soutien, non seulement à ce projet-là, mais à tout autre projet qui puisse mettre en exergue la belle culture de notre pays, l'histoire de notre pays, voilà, pour que le travail de mémoire se fasse. Et vous avez bien sûr certainement remarqué que Culture Club est sa fondation première, justement, faire dialoguer tous les empêcheurs de tourner en rond. Absolument. Merci beaucoup Merci Anwar à vous. Helsmail. Elle Merci le à vous. disait dans une interview récente, eh bien, mon travail artistique est intimement lié à l'Algérie, intimement lié à mes terres chaouis, et les choses n'ont jamais changé pour vous, justement. Vous dialoguez avec les éléments, vous parlez aux éléments, Linda Bourlara. Oui. D'abord, à travers, je le disais au sommaire de l'émission du mois, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, dans votre grande aventure, c'est le livre peint, je le rappelle encore une fois, où vous nous renvoyez vers des écrits et des imaginaires féconds, extraordinaires, avec Ibn Khafasha, et on en parlait bien sûr avec Kateb Yassine, Tahar Jaoud, et tant d'autres, même Zhour Zerari, encore une fois, lettre de prison. Oui. Vous ne vous sentez, vous n'avez jamais été prisonnière d'un passé, tout au contraire. Vous dialoguez entre le passé et le présent, c'est un peu votre cheval de bataille. Vous livrez une bataille contre l'oubli. Oui, c'est, je dirais, Pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous dis ça, Linda Borara? Parce que vous nous disiez également dans une émission précédente, cela ne rajeunit guère l'animateur que je suis, il y a un peu plus de 10 ans, vous avez eu à vivre des périodes d'oubli, d'amnésie terribles. Hein. Oui. Et donc, il vous est arrivé après un coma, vous réveillez et vous oubliez complètement ce que vous avez lu. Et le fait aujourd'hui de transcrire tout ça dans le livre peint, c'est un témoignage du quotidien et je voulais réellement vous rendre hommage. Merci beaucoup Karim pour cette invitation. Je vous en prie. Et c'est vrai que l'histoire, bon, comme tu le sais, je suis une artiste plasticienne, ça fait déjà un petit moment
Je suis dans une quête, dans la recherche. Je suis passée par la peinture, les aquarelles. À un moment donné, j'ai fait des installations et à un moment donné, je voulais aller vers l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel, Linda Pour moi, Borrara? l'essentiel, c'est cette mémoire que nous portons tous en nous. C'est vrai que j'ai toujours été, du fait de mes problèmes de santé, de mes comas que j'ai faits, c'est une parenthèse dans ma vie, comme on a tous vécu des traumatismes. Ça fait partie de mes traumatismes. Et comme je le dis souvent, j'ai décidé de ce qui m'avait anéanti au départ, j'avais décidé qu'il allait devenir une force pour moi. Ce qui au départ était un traumatisme pour moi, certes, mais j'avais décidé de transformer cette douleur, devait devenir une lumière pour moi. Et cette lumière ne pouvait arriver ou passer qu'à travers mes créations. Donc c'est vrai que je suis une artiste abstraite, je suis plutôt dans l'abstraction, je ne suis pas dans la figuration, mais je suis... On a l'impression que votre travail s'apparente à une géographie intime. Oui, c'est vraiment ça. Il y a même beaucoup de mes œuvres Tout à qui fait, s'intitulent voilà, ma géographie, territoire intime, mémoire intime. Même mes œuvres, quand on les voit, c'est toujours une vue aérienne parce que c'est un réflexe et c'est tout à fait normal. Je garde en moi certains traumatismes de mes problèmes de santé où je voyais les choses d'en haut. Voilà, je ne pouvais pas intervenir. Donc du coup, même dans mon acte de créer, je travaille toujours de manière où je travaille sur le sol, je dois voir d'en haut. C'est pas quelque chose que je peux mettre en face de moi. Quand une œuvre est face à moi, un papier est face à moi pour travailler, je n'arrive pas, enfin, il y a un blocage. J'ai besoin de voir d'en haut. C'est vraiment... Une vue panoramique. C'est vraiment une vue panoramique, une vue, je dirais, une personne un jour m'a dit, c'est comme si vous étiez dans le ciel et vous regardiez au-dessus des nuages et vous regardiez un peu tous ces territoires. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est vraiment... voilà, quand je parle de cette mémoire chez lui... Vous disiez dans une interview, j'ai ressenti la nécessité de dépasser le cadre traditionnel pour explorer le papier traditionnel, le papier technique, les techniques Oui, traditionnelles. c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, je me suis posé la question. Dans mon travail, j'ai toujours parlé voilà, d'écologie, de choses essentielles. J'ai toujours travaillé, cherché des couleurs naturelles. L'art du papier végétal. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et un jour, et j'ai toujours travaillé sur des papiers très délicats. Mes amis, quand ils voyagent ou des gens autour de moi, je leur demande de me ramener un papier, le papier qu'un artisan a fait. Donc j'ai toujours privilégié cette matière, sauf qu'un jour, voilà, il y a plus de 15 ans, je me suis posé la question en me disant, je me suis retrouvée à faire un travail un peu répétitif. Et pour moi, un travail répétitif n'est pas un travail artistique. Enfin, c'est-à-dire que ma réflexion à moi, je me suis dit, ok, ça marche, j'ai bien vendu, la galerie, elle a aimé, je peux le répéter. Oui, alors que les écrivains le disaient ici même, on a l'impression d'écrire le même roman à chaque fois. Mais pour un artiste, c'est la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne vais pas... voilà, je dois sortir de... Et puis, me confronter, parce que ça peut être aussi un échec, se poser des questions, aller au-delà de ce qu'on connaît, bah, on n'a pas la garantie que ça va être bon. Mais pour moi, le plus important, quand je me suis posé cette question, et puis j'avais la possibilité, j'avais été invitée par une artiste du papier, j'ai rencontré des artistes japonais, enfin vraiment le monde du papier végétal, c'est-à-dire... C'est un monde vaste et méconnu chez nous, Linda Borrara. Incroyable. Mais méconnu chez nous. Méconnu. Tout ça aussi, c'est des faits historiques. Au XIe siècle, au XIIe siècle, on fabriquait du papier en Algérie, on fabriquait du papier dans tout le Maghreb, c'est-à-dire c'était du papier artisanal, mais on le fabriquait. Et le papier a toujours été végétal avant qu'il ne soit industrialisé. Les pharaons nous l'ont prouvé. Hein. Ben, le papyrus, voilà, je veux dire, on n'a pas
attendu l'industrialisation pour avoir du papier. Donc le papier, cette fibre, parce que pour moi le papier, Elle est charnelle. c'est un rapport très charnel, Et c'est un intime. rapport très intime. C'est fragile et à la fois très très dur. Et quand j'ai décidé de plonger dans la marmite, dans les bassines à préparer, Et j'avais... cela vous renvoie vers les senteurs et les tantes. couleurs de vos tantes dans les Aurès. Ça m'a renvoyé à mes tantes Fledjbel dans les Aurès quand elles préparaient cette laine, vraiment, quand elle l'a préparée, elle la teignait et elle tissait. Et bien, je me suis rendu compte que moi aussi je tissais. Mais moi je tisse la fibre végétale, c'est-à-dire je tisse, voilà, ce papier, ce lien. C'est ce fil mémoriel pratiquement. C'est ça. Et comme j'ai toujours dit, ce que je suis, c'est aussi grâce à mes tantes, grâce à cette mémoire matriarcale. C'est ce qu'on disait, Matriarcal. votre rapport au mythe fondateur. Ah oui, totalement. Ouais, c'est ça. Totalement. C'est pour ça que je parle de la mémoire de la terre, parce que ce que j'utilise, c'est du végétal, c'est vrai, mais à la fois, il vient de la terre. Et dans toutes les cultures du monde, la terre, elle a toujours été féminine, elle donne la vie. La terre nourricière. La terre nourricière, elle donne la vie, vraiment. Donc du coup, pour moi, c'était beaucoup plus logique d'être en accord avec moi-même. C'est-à-dire, à partir du moment où je parle de mémoire, voilà, de cette terre, il fallait que je sois vraiment en accord avec moi-même, prendre ces végétaux, les transformer, pas du vivant, ce qui est mort, ce qui est fibreux. Le halfa, le palmier, le yucca, même le cactus, je le transforme en papier. Et du coup, pour moi, c'est comme si ces œuvres, elles me parlent, elles me racontent. Et vous leur redonnez vie aussi. Et je leur redonne vie. C'est-à-dire, c'est des végétaux qui sont morts. Donc c'est pour ça que je le dis tout le temps, moi je ne coupe rien de vivant. Et même quand je travaille avec les algues, je n'arrache pas les algues, je prends ce que la mer elle a rejeté. Et c'est ça que je transforme en papier. Linda Bourrara, après 27 comas, je dois le dire également, parce que nous sommes dans une forme d'approche très intime. Oui. Quel est votre rapport au corps féminin ? Oui, c'est très compliqué. C'est un rapport très douloureux, mais à la fois, sincèrement... Parce que vous avez travaillé dessus. Hein. Bien sûr, Ouais. j'ai fait de l'hypnose, j'ai travaillé sur ça. Vous savez, pour retrouver des pans de ma mémoire, il a fallu que je travaille avec un neurologue, avec une orthophoniste, parce que je ne savais plus écrire, je ne savais plus parler, je bégayais, donc j'ai eu beaucoup... C'est un réapprentissage. Je reviens de très très loin, c'est un apprentissage, mais c'est la vie aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que je dis se relever de ce qui vous a anéanti au départ et d'en être conscient. Une forme de catharsis. Oui, et c'est très important. C'est-à-dire ne pas se mentir. C'est-à-dire, je connais mes faiblesses, j'ai assumé ce que j'avais vécu, mais avec, bien sûr, avec des moments très très difficiles. Je ne dis pas que ça a été un long fleuve tranquille, mais l'art m'a toujours soutenu, l'art m'a toujours aidé, les Aurès m'ont toujours aidé, l'histoire des Aurès. Elles vous ont toujours porté. Moi, quand j'allais mal et que mon état de santé n'allait pas en s'améliorant, quand j'allais dans les Aurès, je revivais. Parce que la dureté de cette roche, de ces montagnes, quand on voit ces villages, quand je voyais mes tantes, Allah yarhamhum, même quand je vois le paysage des Aurès, il est très dur, Très rude. c'est-à-dire très rude. Je me suis dit, tout compte fait, ma vie, elle ressemble à ces montagnes, à sa population, à ces gens, c'est-à-dire À leur fragilité, à leur à leur rudesse. fragilité et à la fois à leur force. Parce qu'il y a chacun de nous porte en lui Tout à fait. une part fragile, mais une part qui est beaucoup plus enfuie. La fragilité, elle est toujours en surface. C'est elle qui apparaît en premier, mais la force, elle est toujours enfuie. On doit vraiment plonger, la chercher pour la sortir, cette force. Si ça continue, je vais demander au réalisateur de baisser des lumières pour provoquer une véritable séance de psychanalyse en groupe pour ce dernier numéro de Culture Club. Dernière question avant d'en aborder d'autres, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver. Le bonheur, encore une fois, de partager avec vous d'autres aventures en nocturne. Linda Bourrara, quel est votre rapport aux chants et aux espaces sacrés jusqu'à y exposer dans une abbaye ?
Ah, pour moi, les espaces sacrés. Vous savez, alors, la question de l'espace sacré, souvent les gens pensent que un espace sacré, c'est seulement un espace qui est fermé et religieux. Alors qu'en réalité, pas du tout. Un espace sacré, allez voir une oliveraie, rentrer dans une oliveraie, c'est un espace sacré. Parce que c'est toutes ces énergies de la terre, enfin, de toutes Des ces... lieux habités. Hein. Oui, et on le sent. Enlacer un arbre, le prendre dans ses bras, c'est sacré parce que on prend vraiment toute son énergie et à la fois on laisse tout ce qui est un peu, tout ce qui nous fait mal. C'est-à-dire presque, je dirais, on lui donne. Tu vois, On dépose nos valises. on dépose nos valises et on prend cette force qui n'est pas, qu'on ne peut pas toucher, hein, mais qu'on ressent. Il y a une sorte Les forces de l'invisible. de force de l'invisible. Et cette histoire d'abbaye, en réalité, elle ne s'est pas faite par... Il n'y a pas de hasard. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. La région d'Alsace... Très frontalière. Très frontalière, il y a plusieurs pays tout Tout à autour. Et l'Alsace, elle a une histoire avec l'Algérie incroyable aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment... moi, mon père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait partie de ces Algériens qu'on a embarqués et qui ont libéré. Enrôlés. Hein. Qui ont été enrôlés de force et qui ont libéré certaines régions françaises. Et mon père nous avait toujours, raconté, j'ai les archives, j'ai fait même les archives militaires françaises sur cette garnison d'Algériens qui étaient en Alsace, et il me parlait de ces cimetières qu'il avait vus, de milliers de musulmans enterrés, mais quand on arrive dans ce cimetière, on voit une croix, on vous dit que c'est un cimetière américain. Ah bon? Et quand on rentre, on voit que que des musulmans. Il y a 5-6 tombes d'Américains et vous posez la question au gardien, vous dites mais je ne comprends pas, là il n'y a que des tombes musulmanes. Oui madame, vous savez, à l'époque, il ne fallait pas trop qu'on montre qu'il y avait beaucoup de musulmans qui ont libéré la France. Ça c'est vraiment le côté officiel. Des années bien avant, vraiment. Un jour, mon père, on était dans la salle à manger, en train au Télémli, en train de manger. Il y avait un ami à lui qui avait fait aussi la guerre, qui était venu le voir. Et puis, il parle de ce qui s'est passé au moment de la libération de la France, quand on a demandé à ces militaires africains de se déshabiller pour habiller le Français. Et je dis, j'étais adolescente, je dis à mon père, mais comment ça on vous a demandé de vous déshabiller? Il m'a dit oui. Il m'a dit, ils ont demandé à tous les Africains de se déshabiller pour habiller. Les premiers qui rentrent dans la ville, c'est des Blancs aux yeux bleus. C'est-à-dire que c'est des Français qui ont libéré. Non, on ne peut pas... Parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. C'est ça. C'est pour ça que je dis que l'histoire... Donc du coup, moi, en 2009... J'arrive en Alsace, donc ça c'était à l'époque où j'étais que dans la peinture. J'arrive en Alsace parce que j'allais à Freiburg im Breisgau, c'est en Allemagne, dans une fondation. J'étais invitée pour une exposition qui s'intitulait Mémoire intime. Et la première chose que j'ai faite avant d'arriver en Allemagne, j'étais en Alsace, je me suis dit, si papa était vivant, il serait très fier que je sois revenue sur cette terre, mais à travers mon art, à travers mes œuvres, tu vois. Et du coup, je suis allée faire un tour dans ces cimetières et tout ça. Donc, je fais cette exposition, tout ça, je m'installe en Alsace pendant quelques années, je tisse des liens, je rencontre des Pieds Rouges, des Alsaciens qui ont fait partie des Pieds Rouges, donc de ces Français qui se sont engagés auprès du FLN, qui se sont engagés en Algérie au moment de l'indépendance. Qui ont épousé la cause algérienne. Qui ont épousé la cause algérienne au moment de l'indépendance. Ils étaient des milliers. Ils n'étaient pas des coopérants, ils sont venus travailler en Algérie pour aider l'Algérie, voilà, en tant qu'enseignant, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant que sage-femme, en tant que secrétaire. Et je rencontre ces gens, des Pieds Rouges, avec beaucoup de discrétion, mais du fait que j'étais algérienne, j'ai libéré la parole. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté-là, un peu cette fierté pour eux de voir une jeune Algérienne à l'époque, voilà, qui a vécu en Algérie, qui a grandi en Algérie, tu vois.
Et eux, ils ont passé 3 ans, 4 ans en Algérie, jusqu'en 73, 74, 75. Donc ils ont passé quand même certains une dizaine d'années, d'autres 5 ans, 6 ans. Et ça a été pour moi une révélation. Donc il y a eu ce lien. Le temps passe. Moi, je pars sur d'autres lieux, Et d'autres pays, d'autres projets. Et puis en 2021, je suis contactée par une association, l'association pour la préservation de cette abbaye, qui est située dans une usine à papier recyclé. C'est ça qui est incroyable. Et cette abbaye, justement, il ne présente que des artistes qui travaillent avec le papier. Voilà, c'est-à-dire vraiment. Ma particularité, c'est que moi, je fais du papier végétal, c'est pas du papier recyclé. Donc, ça fait quand même 3-4 ans qu'ils voulaient absolument m'inviter. Et chaque année, je disais l'année d'après ou dans 2 ans, parce que j'ai d'autres projets ailleurs. Comme tu sais, c'est toujours des grandes expositions, donc ça se prépare, il y a plusieurs installations. Donc, voilà, il y a quand même tout un travail. Et puis mes œuvres, ils étaient un peu partout, il a fallu les rassembler. Et ce qui était magique, c'est que l'abbaye, justement, il y a ce côté très, comment dire, très spirituel. Et dans cette installation que j'ai amenée là au mois de mai, on a vu des images tout à l'heure. Voilà, quand j'ai amené, parmi cette installation, j'avais les branches de l'olivier de Saint-Augustin. Donc voilà le lien, les oreilles, c'est-à-dire il y a toujours... Ce fameux fil. Hein, et ben dont vous dans parlez cette en début d'émission, installation qui s'intitule Sur le chemin de la liberté, à travers le texte de Zhor Zerari, Lettre de prison. Lettre de prison, dans cette installation, au-dessus du texte de Zhor Zerari, de cette femme, de son ventre qui sort ce poème, il y avait les branches de l'olivier de Saint-Augustin, et par hasard, en face de mon installation, il y avait dans cette pierre de cette abbaye qui a des siècles, une sainte qui était face, et j'avais le sentiment, comme si Saint-Augustin, comme si cette terre algérienne disait « Je suis là avec toute mon histoire. Et je veille. Et je veille sur vous. » Le produit sacré, il est là, entre les mains de l'animateur. C'est le livre sacré, une forme de suite par rapport à ce qu'elle a eu à produire il y a quelques années. Un grand merci, Linda Bourlala, encore une fois, d'avoir fait une halte dans cet espace qui fait dialoguer tous les grands curieux des questions culturelles. Eh bien, justement, nous allons également dire bonsoir à Najib Stambouli, journaliste, auteur, je le disais encore une fois. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas essayé de vous enfermer que dans un livre? Ma piste aux étoiles, qui est une véritable galerie de portraits, nous le disions en début d'émission, où vous nous faites rencontrer et dialoguer, parce qu'il y avait une forme d'intimité avec l'incontestable maître du Chaabi, le Hajj Mohamed Al-Anqa, l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne. Après Dib, bien sûr, c'est Kateb Yassine, et puis tant d'autres. Hein. Le Gouel du coin, encore une fois, qui témoigne de son Algérie, Alloula et tant d'autres. Hein. Vous avez pris un peu votre envol pour nous proposer autre chose, mais vous restez tel un chirurgien en train qui analyse franchement dans sa société, la société algérienne, dans tout ce qu'elle porte de bien et de son contraire également. Dieu merci, on ne m'a pas enfermé dans cette œuvre qui est... Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est chaque fois qu'on dit Najib Stambouli, on dit « Ah, ma piste aux étoiles ». Oui, il y a le titre, il y a le contenu, et par la suite, bien sûr, il y a eu... à l'intérieur, il y a tout ce que j'ai connu, qui était décédé à l'époque, assassiné, ou bien encore vivant, et qui reste encore vivant. Une galerie de portraits. Comme Sidi Ahmed Agoumi, que Dieu lui prête longue vie. L'un des derniers des Mohicans. Oui, il y a encore, Dieu merci, il y a encore Ben Mohamed, il y a encore Martinez et les autres. Et ça, c'est un pan de ce que j'ai fait, pour ne pas dire mon œuvre, ce qui serait un peu prétentieux. Et par la suite, il y a eu une série de romans. Tout à fait. Heureusement que... La rancune, le mauvais génie, le fils à maman. Mon éditeur, il ne m'a pas enfermé. Mon éditeur, Caspa Édition, avant que moi-même je fonde ma propre maison d'édition, Mouba. Mais heureusement, il y a eu une série d'autres romans. Mais vous témoignez également de cette société. Il y a un rapport
journalistique, un rapport, une analyse, pardon, hein, journalistique, une analyse sociologique également. Tous vos personnages sont fondamentalement algériens, mais très souvent en souffrance. Bah, si je devais écrire sur des gens qui portent en eux-mêmes le tout va bien, j'irais pas loin. Hein. Non, non, je vous rassure, tous ceux qui sont sur ce plateau sont dans le questionnement. Hein. Voilà, hein. Et la douleur parfois, tu créeras dans la douleur. Il est évident qu'un personnage ne peut intéresser le lecteur que s'il est traversé par des déchirements, par des tiraillements. Et c'est ces déchirements, qui nourrissent, qui irriguent l'œuvre romanesque d'une façon générale. Et j'essaie de restituer au mieux que je puisse le faire ces tiraillements-là, dans la trame que j'invente bien sûr au fur et à mesure. J'ai déjà dit que mes romans, je les découvre au fur et à mesure que je les écris. Et puis il y a ces femmes, vous témoignez sur un monde souvent féminin. On parlait ici même, il y a quelque temps de cela, de la rancune à travers la vengeance terrible de cette femme. Ça, c'est bien sûr l'un de vos premiers romans. Puis un peu plus tard, vous étiez de passage ici même, il y a quelques mois, pour nous parler de La Footballeuse. Il y a une lutte permanente de ces femmes qui se construisent et veulent faire changer la société. Oui, on n'est plus dans la femme objet, on est réellement dans la femme sujet. Je n'invente rien en disant que toute l'Algérie, elle est portée par ces combats de femmes. D'un côté, elles sont des personnages romanesques par excellence, parce qu'elles sont traversées par des flux de pesanteur, de bataille intérieure. La femme, elle a par nature peut-être, et peut encore plus, je dirais l'Algérienne, une vie intérieure très riche, et en cela, elle fournit aux romanciers une matière pour ne pas dire à exploiter, mais du moins à rendre, à restituer. Et c'est pour ça, bon, si on a aussi essayé de m'enfermer, moi je dirais pas enfermer, c'est l'écrivain peut-être de la femme. Hein, on m'a même dit que je suis féministe. J'en suis honoré. Bien même sûr, si, tout à fait. Quelque part, c'est le hasard de mes préoccupations, tout simplement. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus honorable que de rendre tous ces combats, le plus souvent anonymes, le plus souvent intérieurs seulement, que ces combats de femmes, ces combats de la femme algérienne, soit dans ces déchirements sentimentaux, soit dans ces combats comme dans La Footballeuse, extraordinaire. Pour s'affirmer et aussi pour entraîner dans sa pulsion d'information, d'entraîner d'autres femmes et pourquoi pas d'autres hommes. Il faut également rappeler que La Footballeuse, ça je vous conseille vivement, peut-être c'est l'un des romans que vous emporterez dans vos sacs de plage et partir en voyage, eh bien c'est une fille belle, jeune, avec un très beau corps, parce que la physionomie est importante également dans vos romans, qui habite dans un douar très lointain, qui est un peu la convoitise au passage, hein, de beaucoup de mal, entre guillemets, et qui arrive à se soustraire de cette société traditionnaliste, à évoluer jusqu'à avoir une carrière de footballeuse internationale. Oui, elle a d'énormes talents sportifs et puis elle arrive au summum de la carrière de football. Et après, c'est une fille qui s'interroge sur elle-même. Tout à fait. Sur sa société. Sur sa société, sur la société sportive qui est aussi des entreprises maintenant. Hein, une société machiste. Et elle utilise le terme, c'est-à-dire ça devient... Parce que le footballeur, il se vend, il s'achète. Donc il y a une ressemblance très forte avec la prostitution ou quelque chose comme ça, oui. Ou du moins l'esclavagisme. Moderne. C'est-à-dire toute l'œuvre, elle est traversée de ces questionnements, de ces déchirements. L'Algérie a organisé le mois d'octobre, je pense, la 27e édition du Salon international du livre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour l'auteur et le journaliste que vous êtes après l'organisation d'une telle manifestation, l'une des plus importantes, Najib Stambouli?
le salon du livre le 27e et le prochain, le 28e. Malheureusement, encore une fois, là je parle en tant qu'éditeur, hein, je ne serai pas présent. Non, vous avez trois casquettes, si vous me permettez l'expression. Oui, oui. Vous êtes auteur, vous êtes donc écrivain, auteur, éditeur et journaliste. Voilà, absolument. Et je ne serai pas présent, mais quand même, hein, le salon du livre, c'est réellement l'événement culturel le plus important sans En Afrique. Ah oui, oui, et sans mépriser les autres manifestations culturelles algériennes, qu'elles soient théâtrales ou musicales ou autres. Et je me souviens, quitte à me répéter, du tout premier salon du livre à l'époque, ça s'appelait la foire du livre. Tout à fait. Cet engouement, cette affluence extraordinaire. Je me souviens de notre titre Algérie Actualité, et c'était à la une hein, de Algérie Actualité, et c'était la fureur de lire. Ben, heureusement, ça reste, hein, cet engouement. Et contrairement à ce qui se dit, le livre, même s'il ne se porte pas au mieux de sa forme, mais il continue à se vendre, etc. Je suis aussi heureux d'apprendre et de faire apprendre qu'il y a des librairies qui ouvrent. Mais il y a également des librairies qui ferment. Il y a des espaces qui ferment, il y a aussi des espaces qui ouvrent, et c'est la raison pour laquelle on leur donne également de la visibilité sur ce plateau. Voilà, comme celle de Constantine, la librairie de la NEP, et comme celle, c'est un bébé, c'est un nourrisson, mais qui est très très grand à Bab el Oued, à côté de l'hôpital Mayo. C'est toute une nouvelle. Nous recevions l'éditeur ici même il y a quelques semaines. Voilà. Et ce sont de très bonnes nouvelles pour le monde du livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre maison d'édition, Najib Stambouli, avec toute cette problématique culturelle? Ben, je ne sais pas, peut-être que je portais en moi ça. Ce projet. C'est peut-être gratifiant, c'est valorisant, c'est peut-être comme un réalisateur qui, sans quitter son métier de réalisateur, il aimerait bien aussi être producteur. Il y a un souci d'indépendance au niveau personnel. Il y a aussi l'autre versant, c'est permettre à d'autres plumes d'émerger, leur donner un espace d'expression. C'est tout ça qui s'allie en moi pour avoir donné naissance à Nouba Édition. Alors, dernière question, quel est l'événement qui vous a le plus marqué pendant cette saison 2025? Il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu des événements théâtraux, notamment Janaz Ayoub de oui, Zag. Tout à fait, tout le monde en parle. Il y a eu l'exposition de Rachid Qarichi, le plus grand peintre. J'aime pas le plus grand, hein, parce qu'il y a beaucoup de plus grands. C'est Rachid Qarichi. Mais pour moi, le plus grand événement culturel en Algérie, c'est incontestablement la visite du pape. C'est un événement culturel majeur. Pour rester dans le dialogue interreligieux et interculturel. Absolument, c'est un événement qui a parallèlement donné naissance à deux œuvres. Hein. C'est Saint-Augustin qu'on a publié d'Abd Nasser Ismail chez Nouba Édition. Et je tiens à dire maintenant que le livre a été lancé avant même l'information de l'arrivée de Saint-Augustin, du pape. Qui dans tous ses discours parle de son appartenance à l'idée saint-augustinienne. Il y a aussi, ce serait pas sympa de ne pas citer une autre œuvre, celle de Lilia Nza sur Saint-Augustin. Tout à fait. C'est un roman, hein, mais c'est important que cette arrivée, et puis en elle-même, la visite du pape, c'est un événement culturel, civilisationnel majeur dans l'histoire de notre pays. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait une halte, de vous être arrêté sur le plateau de Culture Club pour cette dernière aventure. Et puis, on garde toujours le meilleur pour la fin, à travers, bien sûr, la chronique, ou du moins les coups de cœur de ce grand curieux qui est Orsala Lonissi. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Pour une fois, vous avez été silencieux. J'ai adoré. En fait, c'est la première fois, je crois, où je ne participe pas pendant l'émission. Exactement, tout à fait. Et ça m'a un peu inquiété. Toutes ces histoires. Non, soyez-en rassurés. Le contraire, peut-être, pourrait vous inquiéter plus. Vous étiez presque en admiration devant les
des uns et des autres, le parcours des uns et des autres. J'adore écouter des histoires, vous Ouais. savez, et ces histoires faisaient écho à tout ce que je suis en train de vivre et de lire actuellement, notamment avec Anwar Hadj Ismail, où comment raconter nos propres histoires. C'est une question que je me pose réellement lorsque j'interviewe des auteurs ou lorsque j'écris. Parce que dois-je rappeler pour ceux, celles qui viendraient peut-être de prendre nos émissions en cours, c'est déjà les 10 dernières minutes, vous êtes podcasteur culturel et à travers les voix humaines, vous nous faites découvrir, vous nous faites écouter surtout ces grands auteurs, ces architectes de nos imaginaires que sont les écrivains. Et comment créer une architecture qui permet à ces auteurs-là de parler d'eux-mêmes et de raconter nos histoires, et comment nos histoires, on en parlait tout à l'heure avec Madame Linda Bourrara, de comment nous on va dialoguer avec ces œuvres-là, et lui il parlait, enfin vous parliez du fait de raconter nos propres histoires et comment les raconter aujourd'hui. Donc je vais commencer la chronique à l'envers et dire que aujourd'hui à cette bande il y a une maison d'édition, une jeune maison d'édition anglophone en Algérie qui s'appelle Atlas House, qui vient tout juste d'être lancée. Qui fait de l'excellent travail. C'est courageux. Franchement. Déjà, de lancer une maison d'édition, vous le savez mieux que personne, et de lancer une maison d'édition anglophone qui s'adresse aux jeunes, qui ont soif de lire en anglais, qui consomment que des histoires étrangères. Eh bien là, c'est leur première autrice qui s'appelle Ibe Raima, donc c'est un nom d'emprunt, un nom de J'imagine. qui a écrit un thriller d'espionnage. Il s'appelle Asset Bound. Donc, Où est-ce qu'elle nous entraîne beaucoup de cette risques sacrée, pris pour ça. D'ailleurs, j'en parlais avec Lokman et Walid, les cofondateurs de la maison d'édition. Je leur disais, mais vous êtes des tarés, en fait, vous êtes fous. C'est quoi ce délire fou? Eh ben, tout simplement parce qu'ils veulent sortir des imaginaires qu'on leur impose, raconter des histoires qu'ils ont envie de raconter. Raima donc raconte l'histoire d'une jeune fille qui reçoit en héritage une lettre de son père. Donc on découvre que son père était un agent secret et qu'il menait une double vie. Donc elle découvre en même temps la double vie de son père et cet héritage lourd. On reste dans les héritages lourds et des héritages qu'on ne comprend pas de prime abord. Et tout au long du roman, bien, on suit son évolution, son rapport à ce personnage-là. Elle reconstruit son histoire avec son père. Et j'ai commencé le livre en me disant, oui, moi j'aime pas le genre, mais je vais pas aimer. Mais je me suis c'est surpris comme à la ça moitié. que les relations passionnelles commencent. À 3h du matin, à la moitié du livre, en me disant oui, quand même, j'ai pas mal parcouru cette histoire, donc je vais aller jusqu'au bout. Mais le travail éditorial est très 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 bien fait. Ah, très bien fait. Un livre de qualité. C'est un livre d'été. Un livre d'été, c'est ce que nous emmènerons ou ce que vous emmènerez peut-être dans votre bagage ou dans votre sac de plage. Et pourquoi j'ai choisi ça? Justement parce que c'est un pavé. On nous raconte tout le temps que l'été, il faut prendre quelque chose de léger. Léger, C'est le seul moment de l'année, on n'a pas de stress, on n'a pas de pression mentale, on n'a pas d'emails qui attendent. Donc c'est le moment de prendre de grandes œuvres et de prendre le temps de voyager dans ces œuvres. Parce que je vais pas le faire en janvier. Ouais, j'imagine. Une deadline et des emails qui attendent. Alors ça c'est pour la première histoire. Et puis du coup vous allez nous raconter des histoires comme Christiane Achour et Zeynep Ben Ali à travers ces contes algériens. Pourquoi nous entraîner donc justement vers les contes algériens, vous qui êtes un enfant comment dire de la 3D de cette génération. Oui, mais je reste algérien quand même. C'est clair, c'est clair. Je Vous le porte l'Algérie en revendiquez, moi. ça on a. C'est Ça, on pas l'a du bien tout compris, incompatible. Et ce que disait, et ça fait quoi ce que disait Linda Bourrara Parce qu'encore une fois vous pensez qu'on vous a réunis par hasard. Non, je Il y a sais. toujours un fil rouge quelque part. Moi, je sais que ce n'est pas par hasard. Alors, pourquoi les contes algériens d'abord? C'est parce qu'on porte en nous une mémoire. En lisant ces livres-là, que ce soit les contes algériens de Zeynep Ben Ali et Christiane Achour ou Souviens-toi Ramier de Tassaïdet Yassine, même si on découvre ces contes-là pour la première fois, eh bien, il y a quelque chose de déjà vu. C'est paradoxal, mais en les lisant... Les contes entiers d'une identité, Al-Salal ici. Je pense que c'est le fait de raconter des histoires qui soient identitaires ou qui soient gravées dans notre mémoire. On a oublié qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, 30 ans, eh bien on se réunissait autour de notre grand-mère, c'était notre Netflix, et on bingeait des histoires. Une histoire C'est après vrai. l'autre, c'était des contes, Tout à c'était fait. le grand-père, la grand-mère, la grand-tante qui nous racontaient des histoires toute une soirée, et c'était exactement Vous avez comme une connu soirée ça, Aslan Netflix. Olissi? Et j'adore ça. Jusqu'à aujourd'hui, je visite ma grand-mère, je lui dis raconte-moi des histoires. Ouais. C'était, je le dis aujourd'hui un peu pour la taquiner un peu, c'est mon Netflix. Quand Ouais. j'ai envie d'écouter des histoires, je vais la voir. Mais ça nous manque.
En fait, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas réunis juste pour se raconter des histoires. Et donc, ce que je vous propose cet été, qu'on se prenne un livre de contes et qu'on se raconte des histoires à voix haute. Déjà, c'est superbement bien écrit. Il y a une langue, même si c'est traduit, on reconnaît certains mots qui sont en tamazight ou en arabe dans le texte. Et puis, ça nous renvoie à des motifs qu'on connaît, qu'on porte en nous. C'est des motifs du mythe qui sont gravés en nous parce que nous sommes humains, parce qu'on partage une mémoire collective. Et parce que ça reste une recherche humaine. Finalement, c'est des contes qui nous renvoient à notre humanité, qui nous renvoient à toutes nos histoires, à tout ce qu'on a pu traverser, de bien ou de mauvais. Et c'est pour ça, ces deux livres qui m'accompagnent. Les contes algériens m'accompagnent depuis très longtemps, c'est édité chez Média Plus. Et puis les contes Ramier, souviens-toi, les contes d'amour de Kabylie de Tess Hadid Yassine que j'ai découvert il y a 2 ans, je crois. Tess Hadid Yassine qui est habité par la mémoire et l'histoire depuis toujours, hein, de ces chanteurs, de ces poètes, de ces auteurs. Je l'ai rencontrée l'été dernier à Tikzir parce qu'elle y était en vacances et on s'est rencontrés là-bas. Et première chose qu'elle me dit, c'est viens, je te raconte une histoire. Et elle m'a raconté une histoire. Donc, merci pour les histoires. Je le rappelle, Tess Hadid Yassine. Souviens-toi, Ramier, je le rappelle, des contes d'amour kabyle, mais également les contes algériens de Christiane Achour et de Zinab Ben Ali. Je tenais d'abord à vous remercier, vous tous qui avez fait le déplacement pour justement alimenter l'espace que j'anime depuis bien longtemps, et que ce soit ici sur Canal, mais également sur les ondes de la chaîne 3. Un grand merci. Il y a notre ami, notre premier invité, donc Anwar Ismail. Votre prochain film sur lequel nous reviendrons certainement, c'est Shadows in the Kasbah. J'espère vous retrouver également, Linda Bourrara, pour une exposition ici en Algérie, pour retrouver vos terchaouis encore une fois. Je suis en train de me réinstaller à Alger. Très bien, avec un grand plaisir que nous vous retrouverons. Un grand merci également à vous, Najib Stambouli. Un roman, j'imagine, sur le feu. Oui, il va sortir dans quelques semaines. Il est prêt. Hein. Donc à la rentrée, pour le mois de septembre? Oui, pour le mois de septembre. Le mien, mais aussi d'autres. Votre maison d'édition Nouba. Oui, d'autres. Et puis un grand merci à vous de nous emmener en voyage, Raslan Lounissi. merci à vous, Karim. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous me permettez de remercier pour ce dernier numéro de Culture Club d'abord toute l'équipe technique qui m'a accompagné pendant toute cette année, assez riche de par leur parcours de vie, mais assez professionnel également, qui ont tout fait pour vous donner la meilleure des images et le meilleur des sons. Je tiens également à remercier mon réalisateur, Mohamed Boulis, qui traverse en ce moment une période assez difficile. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, mais également à ma réalisatrice Amel Ben Batouche, mais également à Fatiha Ben Saïd. Je tiens par la même occasion à remercier le directeur de Canal Algérie. Il s'agit bien sûr de Zohair Ben Dimerat, qui m'a fait confiance encore une fois pour pousser les portes de votre Culture Club et vous proposer encore une fois une autre aventure. Parce que bien avant qu'elle ne soit culturelle, Culture Club est d'abord une aventure humaine. Il s'est tissé entre vous et moi un lien invisible et pourtant indéfectible, nourri par la passion de partager et la culture. Je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous souhaite encore une fois le meilleur avec la suite des programmes de Canal Algérie. Merci pour tout. Au revoir. Merci messieurs, merci à vous. À bientôt.